Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La boulimie du pouvoir est en train d'emporter la Côte d'Ivoire. C'est le constat lamentable qui s'établit de soi-même depuis que le président, après son deuxième mandat, a décidé de briguer un premier mandat au nom d'une constitution tripatouillée et taillée sur mesure. De la Côte d'Ivoire, nous revenons donc dans un pays où le quatrième mandat est déjà dans le vécu quotidien des Togolais. L'espionnage avec le logiciel Pegasus fait la loi et au même moment, une guéguerre ressuscite donc les vécus à l'époque du collectif Second le Togo. Nous en parlons dans cette émission. Nous parlerons également de la CEDEAO. La question fondamentale aujourd'hui est de savoir qui pour sauver la CEDEAO, qui est normalement initiée pour appartenir au peuple, mais qui malheureusement est devenu un syndicat de chefs d'État. Professeur Atta Zeus Ajavon, il est avec nous, notre invité, et aussi professeur David Ekwe Dossé, appelez-moi Rodrigue Aego. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous suivez à la caméra ou derrière les caméras. Nous remercions toute l'équipe technique avec une coordination assurée par Idelphonse Akbaki. Maître Atta Zeus Ajavon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes constitutionnaliste, vous allez nous aider à comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la triste scène de révision constitutionnelle pour remettre les compteurs à zéro. Vous savez, c'est lamentable. Nous allons y revenir tout à l'heure. Professeur David Ekwe-Dossé, bonjour. Oui, bonjour. L'un des hommes espionnés au pays avec le logiciel Pegasus. Comment vous vous sentez? Logiquement, je dois savoir où vous êtes actuellement. Mais je reste égal à moi-même. Je pense que lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on continue de vivre. On continue de le vivre. Mais quand vous avez appris l'information, comment vous vous êtes senti? Révolté? Puisque selon les recherches, le programme peut déclencher la caméra de votre téléphone à distance, déclencher l'enregistrement automatique, pénétrer votre vie privée. Et donc, en clair, vous n'avez plus d'intimité. Une chose est certaine, c'est que ce genre de pratique verse totalement dans l'illégalité. Et lorsque c'est l'État qui verse dans l'illégalité, je crois que la réaction première du citoyen que je suis, c'est l'indignation. L'indignation. Nous allons en parler tout à l'heure. Maître Atta Zeus Ajavon, direction Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara remet le compteur à zéro à la suite du tripatouillage de la constitution de la Côte d'Ivoire. En tant que constitutionnaliste, expliquez-nous en quoi la révision constitutionnelle remet-elle le compteur à zéro pour un président qui a déjà bouclé ses 2 mandats? Le compteur n'est pas remis à zéro. Ce sont les Africains qui affirment que le compteur est mis à zéro. Juridiquement, le compteur n'est pas remis à zéro. Ça continue. Juridiquement, la loi qui est promulguée et publiée est d'application immédiate. Elle s'applique, comme on dit, erga omnes. Elle s'applique à tout le monde, quelle que soit la personne. Il n'y a pas d'exception. S'il y a des exceptions, c'est la loi elle-même qui doit énoncer les exceptions. Sans exception, la loi s'applique immédiatement. Immédiatement, ça veut dire 1 jour franc après la publication. 1 jour franc, ça veut dire 3 jours ordinaires. C'est ce que nous enseignons aux étudiants en première année. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi les constitutionnalistes africains ou les juristes africains parlent de compteur à zéro. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Juridiquement, je ne comprends pas. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que lorsque un président africain essaie de faire cela, ce sont les médias occidentaux qui commencent à parler de ça. Commencent à parler de compteur à zéro. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas pour les besoins de la cause? Est-ce que je me pose des questions. Alors que parmi eux, il y a des juristes. Parmi eux, il y a des gens qui ont fait un doctorat en droit parmi les journalistes. Ils ont été juristes avant d'être journalistes. Ils le savent. C'est en première année que nous enseignons ça. Est-ce qu'on doit remettre en cause les études en matière de droit sur le point spécialement relatif à la Constitution? Ou est-ce que ce sont de nouveaux droits qui vous échappent, vous qui aviez enseigné à ces constitutionnalistes? Qui échappe à qui? Le droit, c'est le droit.
Jusqu'à preuve du contraire, le droit, c'est le droit. Le droit est universel. Lorsque les données, je le dis, sont universelles, dans tous les pays au monde, sauf exception, lorsque on fait une loi, la loi n'a pas d'effet rétroactif. C'est d'application immédiate. Donc, en clair, à la suite de la révision de la constitution ivoirienne, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara devrait devenir? Puisque logiquement, la constitution a limité le mandat à 2. De toute façon, lui-même avait déjà affirmé et annoncé haut et clair et fort qu'il ne sera pas candidat. Ça, c'est sa décision personnelle. Mais par rapport à la constitution. La décision, elle n'est pas personnelle. C'est une décision qu'il a prise en s'inspirant de la constitution. Ah oui. Mais il avait dit, je crois sur France 24 et sur France Inter, que la Constitution lui donnait le droit de briguer 2 nouveaux mandats. Ce qui est faux, archi faux, il n'y a qu'en Afrique qu'on dit ça. Je vais vous dire, lorsque le président Chirac a eu son mandat écourté en cours de mandat, parce qu'il avait un mandat de 7 ans, c'est en cours de mandat que le mandat a été écouté par la Constitution. Il a fait 5 ans. Pourquoi il n'a pas dit que le compteur doit être remis à 0 et que lui, c'est à la suite de 7 ans qu'on doit commencer? Pourquoi? Parce que lui connaît la loi. Ceux qui sont autour de lui connaissent la loi, connaissent la Constitution, connaissent les effets immédiats de la Constitution. Alors dire le contraire, c'est... Je ne sais pas. Excusez-moi de le dire, c'est une connerie que les Africains font pour les besoins. Est-ce que c'est leur besoin même? C'est la grande question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est pour leurs besoins? Est-ce que c'est pas pour les besoins d'autres intérêts qu'on les impose? Donc une sorte de manipulation. Oui. Professeur David Eko-Dossé. Manipulation acceptée. Acceptée. Professeur David Eko-Dossé, vous suivez certainement la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis l'acceptation en toute humilité d'Alassane Ouattara de la proposition de ses militants sympathisants de briguer un nouveau mandat, donc un tout premier après la révision constitutionnelle à la tête du pays. Vous avez suivi tout à l'heure les explications de M. Tata Sajabon. Quel sentiment vous anime dire que cet homme a été l'une des figures qui ont empêché en quelque sorte le peuple togolais de mettre fin à ses mandats de trop il y a quelques mois? Oui, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Mais avant de revenir sur le rôle de M. Alassane Ouattara dans la crise sociopolitique au Togo, je voudrais vraiment remercier M. Zeus Ajabon, éminent constitutionnaliste qui a apporté encore un éclairage sur la question des révisions constitutionnelles. Je pense que nous l'avons tous compris maintenant. À chaque fois qu'un président veut s'éterniser au pouvoir, il invente une révision constitutionnelle qui est devenue un subterfuge. Et à partir de cette révision constitutionnelle, on nous annonce une nouvelle république et donc une remise à 0 des compteurs. Ça s'est passé au Togo, ça veut se passer en Côte d'Ivoire, ça veut se passer en Guinée, etc., etc. Et pourtant, Sénégal également, le peuple reste aux aguets. Le peuple reste aux aguets. Et pourtant, je crois que le bon sens voudrait tout simplement que, à la veille des élections, on pose la question en rapport avec la Constitution. Si la Constitution dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats, il suffit de prendre les candidats l'un après l'autre pour se poser la question, est-ce qu'il a déjà fait 2 mandats? Si ce candidat a déjà fait 2 mandats, quelles que soient les élucubrations qu'il peut y avoir autour, quelles que soient les démonstrations faites par tel pseudo-juriste ou tel autre pseudo-juriste, si on pose la question et si on répond par non, on peut permettre au candidat de se présenter pour un autre mandat. Mais si on répond par oui, si la personne a déjà fait 2 mandats, de grâce que cette personne aille se reposer et qu'on permette aux autres de concourir pour conduire les affaires du pays. Et donc, ce subterfuge, finalement, il devient trop gros, difficile à avaler par les peuples,
Et cela risque de conduire notre Afrique, notre sous-région dans le chaos. Vous imaginez, la Côte d'Ivoire a connu la guerre en 2010-2011, je crois. Voilà, et là, il y a encore des bruits de bottes, puisque ce qui se passe, nous savons qu'il y a des caches d'armes en Côte d'Ivoire, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont en mesure de tirer des coups de feu, d'avoir des armes de guerre, et tout cela nous met tous en péril, puisque avec la menace terroriste, vous imaginez si le pays entre dans une situation de conflit, c'est toute la sous-région. Donc, les gens devraient quand même peut-être s'oublier un peu et penser un peu plus à leur pays, à leur peuple, avant de prendre certaines décisions. Alors, vous aviez parlé du rôle de M. Ouattara au Togo, et à l'époque, je me souviens que juste après les législatives de 2018, les législatives totalement téléguidées par la CEDEAO, boycottées par une grande majorité du peuple togolais, je m'étais rendu au Sénégal et j'ai été interviewé par un journaliste de la BBC. Et après, en off, il m'a posé la question, mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette attitude de la CEDEAO à l'encontre du peuple togolais? C'était une question qui, bien sûr, parce que personne n'arrivait encore... Là, ça ressort l'état d'âme du journaliste. Tout à fait. Personne n'arrivait à comprendre l'acte posé par la CEDEAO contre le peuple togolais. Déjà, il y avait eu un acte contre le peuple togolais en 2005, mais personne ne s'y attendait en 2018. Et donc, le journaliste se posait la question, et moi, je lui ai répondu que pour le moment, je n'avais aucune réponse. Ensuite, j'ai rencontré un homme politique togolais à qui j'ai posé la question. Il fait partie des grands leaders de ce pays. Mais pourquoi est-ce que la CEDEAO a eu cette attitude à l'endroit de notre pays, à l'endroit de notre peuple? Et il a eu la même réponse. Je ne sais pas, mais je suis convaincu qu'un jour, nous comprendrons ce qui s'est passé. Et je crois qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une explication qui est en train de poindre à l'horizon. Mais si c'est ça, je trouve que c'est très triste pour notre continent. Nous avons le sentiment que, en fait, ce sont des chefs d'État. En tout cas, l'explication que l'on semble voir transparaître actuellement, c'est que ce sont des chefs d'État qui se sont constitués et qui ont décidé de se soutenir. Alors, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe dans le pays contre le peuple et autres, les chefs d'État ont décidé de se soutenir. Et la CEDEAO, donc ces chefs d'État, ont décidé de soutenir celui qui était au pouvoir, quitte à ce qu'il fasse un 4e mandat, ce qui est totalement inacceptable. Et aujourd'hui, je pense, si on a pu permettre à quelqu'un de faire 4 mandats dans son pays, comment est-ce qu'on pourra empêcher quelqu'un d'en faire 3? En fait, c'est dans cette logique qu'on risque de se retrouver aujourd'hui. Si M. Faure Essozimna Gnassingbé, qui est le président du Togo, est en train de faire tranquillement son 4e mandat, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que la CEDEAO va s'opposer à ce que M. Alassane Ouattara en fasse 3, à ce que M. Alpha Condé en fasse 3, etc., etc. C'est une logique implacable, mais je me dis que si c'est ça qui a expliqué l'attitude de ces chefs d'État à l'endroit de notre pays, c'est triste. C'est triste pour l'Afrique. Maître Ataz Sajavon, est-ce là la CEDEAO que les initiateurs ont voulu? Au départ, ils ont pensé à la CEDEAO des États. Donc, des chefs d'État. Mais, dans le fond, lorsque les initiateurs avaient pensé à la CEDEAO, ils avaient imaginé une CEDEAO des peuples. C'était évident. Et d'ailleurs, dans le fonctionnement et dans le parcours de la CEDEAO, actuellement, on est en train de remuer les choses pour que ça devienne la CEDEAO des peuples. Et que les peuples votent directement pour les députés de la CEDEAO, pour les lois qui vont se faire au niveau de la CEDEAO, comme ça se passe actuellement en Europe. En Europe, l'Union européenne n'est pas l'Union européenne des chefs d'État. Du tout. Il y a d'autres lois. C'est ce que nous pensons qui va être fait. C'est ce que nous pensons qui doit être en cours. Et c'est ce qui, je suis convaincu, qui est en cours lors des différentes réunions de la CEDEAO. Mais évidemment, comme d'habitude,
les chefs d'État tirent les rênes pour freiner cette évolution. Parce qu'ils souhaiteraient, ils veulent que ça reste la CEDEAO des chefs d'État, ça reste le syndicat des chefs d'État où on se soutient l'un l'autre. Mais c'est ce qui se passe. Parce qu'on ne comprend pas, avec des éminents juristes que nous avons dans la CEDEAO, aussi bien dans les pays anglophones que dans les pays francophones, qu'on puisse laisser des chefs d'État réagir et agir en disant que le compte est remis à zéro et qu'on laisse passer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous savez, au demeurant, lorsque les chefs d'État révisent la Constitution, font réviser la Constitution, pour sauter le verrou des 2 mandats. Par exemple, il y a des mandats qui ont fait ça. D'autres chefs d'État ont fait ça. Les 2 mandats existaient, mais ils ont sauté le verrou de la balayer la formule magique en aucun cas nul ne peut faire au-delà du mandat. Dès que le verrou est sauté, on dit, oui, on s'applique. Le verrou est sauté. Maintenant, c'est la nouvelle situation qui provoque parce qu'il n'y a plus de limitation. Donc ça s'applique immédiatement. Pourquoi dans un cas ça s'applique immédiatement et dans l'autre ça ne s'applique pas? Est-ce que la loi est à géométrie variable? C'est la grande question. Mais oui, est-ce que c'est à géométrie variable lorsque ça va dans l'intérêt d'un État ou d'un chef d'État? Ça s'applique de cette façon. Lorsque ça va contre les intérêts d'un État ou d'un chef d'État, ça va dans un autre sens. Est-ce que c'est ça le droit? En tout cas, c'est parce que nous avons enseigné à nos étudiants dès la première année. Et on a l'impression que vos étudiants ne vous ont pas bien suivis. Non, ou ils le font sciemment. Nos étudiants nous ont bien suivis, mais ils le font sciemment. Parce que parmi, vous savez, le Togo, il y a quelques années... Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, à l'université, vous interrogez la plupart des étudiants en droit, ils vous diront que le droit s'enseigne selon l'obédience politique de chaque professeur. Autrement, il y a certains professeurs qui enseignaient vraiment le droit, mais lorsqu'ils arrivent à manger, ça change. Ah, vous dites bien qu'ils arrivent à manger. Est-ce que c'est ça l'objectif? Oui, est-ce que c'est vrai? Vous le dites bien, si bien. Lorsqu'ils arrivent à manger... Ce sont les étudiants qui le disent. Leur position change. Mais est-ce que le droit doit s'appliquer en pensant à manger? C'est la grande question. Le droit qui est enseigné dès la première année, parce que l'application des lois, c'est en première année qu'on enseigne ça. C'est pas en 4e année, c'est pas en 5e année, c'est en première année. Donc c'est le début, le b.a.-ba du droit, l'application de la loi. Comment est-ce que l'étudiant qui a passé de la première année, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième, jusqu'à ce qu'il ait terminé, peut avoir oublié ce qu'il a appris en première année? Les rudiments, les fondements. Et qu'un enseignant qui a enseigné, lui, aux étudiants, l'application de la loi, qui l'a enseigné et qui dit le contraire. Moi, je ne comprends pas. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est vraiment eux qui le veulent ou c'est eux qui le imposent et, comme vous dites, ils mangent? Est-ce qu'il y a une différence? Ça ne vient pas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre les juristes de l'espace francophone et ceux de l'espace anglophone? Parce qu'on observe quand même que vous prenez un pays comme le Ghana ou un pays comme le Nigeria, c'est automatique. Après 2 mandats, tout le monde sait que c'est la fin. Il arrive même que le premier mandat soit remis en cause par le peuple à travers un vote, et puis le président part tranquillement, un autre revient. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le droit enseigné dans l'espace anglophone et celui enseigné dans l'espace francophone? Le droit enseigné est le droit. C'est universel. Universel. Et l'application est universelle. Maintenant, le droit a des aspects qui sont différents selon les pays, mais pas l'application. Prenez l'Afrique du Sud. Regardez comment le chef d'État africain d'Afrique du Sud est désigné. La loi dit que lorsque son parti l'enlève comme président, il est automatiquement démis de sa fonction comme président de la République. Oui.
quel que soit ce que vous disiez, quel que soit qui il est, dès que son parti le fait partir, c'est ce qui est arrivé À Jacob Zuma. à Jacob Zuma. C'est tout. Et il s'en va. Il ne dit pas que non, moi je suis le Superman, moi je suis l'unique, je suis irremplaçable. Mais lui, il est irremplaçable. En Afrique francophone, il n'y a que des irremplaçables qui sont au pouvoir. Des présidents providentiels. Mais ils sont tous providentiels, ils sont tous irremplaçables. Écoutez bien, lorsque un chef d'État veut partir, écoutez ce qu'on vous dit. Qu'il n'y a personne. Regardez en Côte d'Ivoire. Au bout de 10 ans, Ouattara, qui n'a pas été capable. Donc il a trouvé Gon Koulibaly. Malheureusement, la mort l'a Est-ce emporté. que c'est Gon Koulibaly seul qui peut faire l'affaire? Ça veut dire qu'à bout de 10 ans, il n'a trouvé qu'un seul valable. Est-ce que c'est vrai? S'il n'a formé qu'un seul valable, mais il a joué. Comme l'a dit l'artiste Mewe. Professeur David Dessay, la dernière question avant de finir avec cette histoire de saga de 3e, 4e mandat dans l'espace CEDEAO. Qui pour sauver la CEDEAO, parce que je me souviens quand j'étais à Dakar, j'ai interrogé Thiat du mouvement Yanama, il m'a dit, mais la CEDEAO, c'est quoi la CEDEAO? Ce sont des chefs d'État qui se retrouvent dans un salon pour décider de comment bluffer, tromper les peuples et piller les ressources des pays. Aujourd'hui, on a l'impression, et c'est un constat partagé, que la CEDEAO elle-même a besoin d'être sauvée. Qui alors pour sauver la CEDEAO? Je crois que c'est une très très bonne question parce que le problème qui se pose aujourd'hui par rapport à cette institution, je crois que c'est un problème d'enjeu continental. On voit aussi demain la menace de l'écho avec le président Bouhari qui le dit clairement. Tout à fait. Si vous l'adoptez, vous mettez fin à la CEDEAO. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment un problème important pour nous, peuple africain, en tout cas pour nous qui sommes de la communauté ouest-africaine. Parce que, retournons en 2015. En 2015, la CEDEAO donne l'impression de prendre en compte les intérêts des peuples et décide de limiter les mandats dans tous les pays de l'espace. Et il y avait 2 pays qui avaient refusé à l'époque, Le Togo et la Gambie. Voilà. En 2017, il y a le changement de régime en Gambie. Et la CEDEAO, de mon point de vue, a joué un rôle très louable dans cette crise gambienne. Avec le Sénégal qui n'a pas hésité à envoyer des troupes pour protéger la démocratie gambienne. Et donc, si on suit ces événements, on se dit, ah mais tiens, l'institution est en train de procéder à cette mutation qui lui permet de jouer un rôle véritable pour soutenir les institutions démocratiques dans nos pays. Et en 2017, éclate la crise au Togo. Et moi, j'avoue personnellement que j'ai soutenu la facilitation de la CEDEAO dans cette crise togolaise parce que les événements les plus récents semblaient montrer que la CEDEAO voulait jouer un rôle en faveur de la démocratie dans nos pays. Et puis patatras, il y a cette attitude totalement incompréhensible de la CEDEAO. Et je me souviens qu'à l'époque déjà, on nous annonçait de ne pas nous inquiéter que la CEDEAO était en train de faire sa mutation pour devenir cette CEDEAO des peuples dont Maître Zeus Ajavon parlait tantôt. Et voilà, tout cela nous avait encouragés, donc les événements en Gambie, l'annonce de 2015, l'annonce de la CEDEAO des peuples, tout cela nous avait encouragés à soutenir cette institution dans la crise togolaise. Donc il y a eu l'année 2017, et puis progressivement, j'avoue que les choses commençaient à susciter un doute en nous, et en 2018, je crois que c'était en octobre, lors d'un meeting, le Front citoyen Togo Debout a annoncé qu'il retirait sa confiance à la CEDEAO. Parce que là, ça commençait vraiment à nous inquiéter. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je dis. Est-ce que, parmi les différents organes qui constituent cette institution, vous avez le Parlement de la CEDEAO, je pense, qui a durant la crise togolaise, moi j'ai assisté sur les réseaux sociaux à des séances parlementaires et on avait l'impression quand même qu'il y avait beaucoup de parlementaires qui étaient pour la démocratie au Togo, qui étaient en faveur de ce que le peuple togolais exigeait.
Vous avez également la Cour de justice de la CEDEAO qui a rendu un jugement récemment contre l'État togolais dans cette histoire de coupure d'Internet. Voilà, donc nous avons l'impression que si on prend l'institution dans sa globalité, il y a quand même quelques organes qui semblent vouloir jouer le jeu démocratique. Mais quand vous prenez le Conseil des chefs d'État, je crois qu'il est trop fort, il est trop puissant. On a l'impression que c'est un... Mais c'est ça, lorsqu'on parle de syndicat, je crois que c'est cet organe. C'est cet organe où le pouvoir soutient le pouvoir. Quel que soit ce que tel président fait dans son pays, les autres se disent soutenons-le parce que lorsque mon tour viendra, il y aura le retour de l'ascenseur. Constitution. Oui, mais c'est ce qu'on a démontré tantôt. Vous savez, quand vous avez la force avec vous, vous pouvez dire que cette chemise elle est rouge. Tout le monde doit dire que c'est rouge. Voilà ce qui se passe malheureusement. Donc il y a ce conseil des chefs d'État qui, de mon point de vue, est trop puissant. Et donc, pour répondre à votre question, qui est pour sauver la CEDEAO? De mon point de vue, il faudrait d'abord qu'il y ait des chefs d'État qui soient suffisamment responsables, qui soient démocrates dans l'âme, et qui comprennent que ça ne peut pas continuer comme ça. De toute façon, il est clair que la jeunesse africaine ne va plus l'accepter. Donc, qu'il y ait des chefs d'État qui acceptent cette mutation. Ensuite, il faut que les peuples commencent à se fédérer davantage, à agir de façon beaucoup plus collective, beaucoup plus concertée. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça doit nous interpeller, nous, Togolais. Et lorsque les Togolais seront en souffrance, en difficulté face à la dictature, que les autres ne se mettent pas à rigoler en disant « oui, c'est les pauvres Togolais qui souffrent ». Non, si les Togolais arrivent à débloquer ce verrou de la dictature au Togo, mais ça va ouvrir la porte à la démocratie dans plusieurs pays. Voilà donc ce que moi je pense. D'abord des chefs d'État responsables, mais également les peuples d'Afrique qui décident de prendre en main leurs responsabilités et qui s'unissent dans la bataille, parce que c'est une bataille commune. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Un clin d'œil à l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Maître Ataz de Sajavon, qui pour sauver la CEDEAO, professeur David l'a dit, un peuple fort déterminé, ou bien des peuples forts déterminés, et des présidents qui comprennent que lorsque l'assiette est vide, on doit passer à côté, laver les mains, et puis partir. Oui, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a des institutions de la CEDEAO qui fonctionnent soit à merveille, soit de façon acceptable. C'est la Cour de justice de la CEDEAO qui fonctionne bien. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai entendu lors d'un procès devant la Cour, ça concernait un État togolais. Et en pleine audience, le président, on l'a appelé. Le président de la Cour a été appelé. Donc, a demandé ce qu'il sait, est allé, est revenu, est entré dans une violente colère pour notre pays. Parce qu'on donne des ordres. Oui. On donne des ordres au président de la Cour de justice de la CEDEAO pour qu'il aille décider dans un sens. Voulu pas le chef d'État qui a appelé. Je le dis, je le répète. Vous avez été témoin. Témoin. Le président de la Cour était entré dans une violente colère et dans sa colère, il a dévoilé ce qui s'était passé en public. Et au finish, il a agi contre ou pour? Il a agi selon le droit. C'est pour ça quand je dis que quand le professeur a dit qu'il y a des institutions qui fonctionnent bien, c'est ça. La Cour de la CEDEAO. Et la conférence des chefs d'État. Bon, là, le Parlement, lorsque le Parlement deviendra un Parlement des peuples et non un Parlement des parlements, parce qu'actuellement, comment est composé le Parlement de la CEDEAO? Ce sont les députés de chaque chambre, de chaque Parlement qui sont envoyés. Ils sont les désignés, sont envoyés. Et il y en a qui sont pour le pouvoir, il y en a qui sont contre le pouvoir, c'est eux qui sont envoyés. Donc, et dans les pays où l'Assemblée est carrément monocolore? C'est clair, c'est ce qui s'est passé au Togo plusieurs fois. Les parlementaires, par exemple, si vous permettez,
Et là, notre parlement actuel n'est pas un parlement. Mais ils ont été élus. Mais est-ce que vous voulez qu'on commence à parler de cette élection? C'était une parenthèse. Ah oui, ok. Gardons Le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Gardons la parenthèse. Mais je répète, ce parlement n'est pas encore un parlement. Oh, les représentants du Togo à la CEDEAO, ce sont ces parlementaires-là qui représentent le Togo à la CEDEAO. C'est pour ça que je dis, il faudrait que le parlement ne soit pas le parlement des parlements, mais le parlement des parlementaires africains, mais le parlement des peuples, où les populations éliront directement leurs représentants au niveau du parlement de la CEDEAO. À ce moment-là, ce parlement aura le sens. Alors, si les choses évoluent comme on l'entend, et si le parlement est devenu le parlement des peuples, et si la cour est la cour telle qu'elle est actuellement, mais les chefs d'État n'auront plus ce pouvoir absolu de dire ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Ça deviendra comme l'Union européenne. L'Union européenne ne sont pas les chefs d'État qui disent ce qu'ils veulent. Ce sont ceux qui ont été désignés par les peuples. Par les peuples et par les pays qui, eux, voient ce qu'il faut faire, ce qui est bien pour l'institution, pour l'organisation internationale, et non pour tel chef d'État ou tel pays. Pour le moment, tant que le Conseil des chefs d'État sera ce qu'il est, face au Parlement de la CEDEAO, ben, ces chefs d'État, vous savez, c'est eux qui ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils disent ce que bon leur semble, ce qui bon leur semble. Alors c'est évidemment, la CEDEAO sera ce qu'elle est actuellement et ce que nous décrions tous actuellement, qui soutient un syndicat de chefs d'État soutenant un 4e mandat du Togo et 3e mandat se taisant sur le 3e mandat de Ouattara, se taisant sur les velléités du 3e mandat d'Alpha Condé, se taisant sur les idées du 3e mandat d'autres chefs d'État. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Mais vous avez dit quelque chose qui est très important. Ça ne se passe pas dans les États anglophones. Pourquoi c'est seulement dans les États francophones que ça se passe ici? Il faut que les chefs d'État anglophones réagissent. Il faut que les peuples anglophones réagissent pour que la charrue soit traînée dans le bon sens. C'est là où ce que le professeur a dit est important. Il faut que la société civile africaine s'unisse. De la CEDEAO, d'un pays de la CEDEAO. Anglophone comme francophone. Et qui est des jonctions entre différentes organisations de la société civile, des pays francophones, des pays anglophones, pour devenir une société civile forte pour nous imposer aux chefs d'État et à leur velléité de coups de force constitutionnels. Parce que ce qu'ils font, c'est des coups de force constitutionnels. Des crimes imprescriptibles. Des crimes imprescriptibles, comme on dit au Togo, au Bénin, au Niger et ailleurs. Parce qu'un coup de force inconstitutionnel est un crime imprescriptible. Le Togo a fait plusieurs coups de force. Plusieurs, depuis 2005. C'est de coup de force en coup de force. Qu'on sache que c'est imprescriptible. Tôt ou tard, ça rattrape. Tôt ou tard, sont rattrapés par la loi. Dans l'obsession donc des chefs d'État de briguer les 3e, 4e mandats, usage est fait de programmes d'espionnage, pas contre les terroristes, mais des populations, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, y compris des hommes de Dieu. Alors, concrètement, juridiquement, professeur Maître Attas de Sage, avons l'usage de ces programmes Pegasus pour espionner jusque dans l'intimité des populations, selon l'association Asfito, constitue une violation des droits de l'homme. Vous confirmez? C'est illégal.
anticonstitutionnel. Mais il y a quelqu'un qui nous renvoyait vers la loi sur la cybercriminalité, qui autorise les États à faire usage de ces appareils pour... La cybercriminalité est une loi générale. Maintenant, pour l'appliquer, il faudrait que ça passe par des juridictions. C'est ça que nous ne savons pas, nous ne comprenons pas en Afrique. Pour pouvoir espionner un citoyen d'un pays, il faut nécessairement avoir l'autorisation de la justice de ce pays pour espionner un... On peut. Je ne dis pas qu'on doit, on ne peut pas, on peut. Mais avec l'autorisation des mécanismes judiciaires. Je dis. Oui. Allez un peu en France. Vous croyez qu'il n'y a pas de cybercriminalité en France? Vous croyez qu'il n'y a pas de terrorisme en France? Vous croyez que l'espionnage n'existe pas en France? Ça existe. Mais c'est encadré par la loi. Sinon, comme vous avez dit tout à l'heure, mais c'est votre liberté qui est en cause. C'est votre vie qui est en cause. C'est votre intimité qui est en cause. C'est votre moi personnel qui est en cause. Il n'est pas normal. La Constitution dit, la Constitution est claire, hein? La correspondance est secrète. Le secret de la correspondance. C'est clair, c'est dans la Constitution togolaise. On ne peut pas vous écouter lorsque vous parlez. On ne peut pas vous écouter lorsque vous écrivez une lettre. On ne peut pas vous écouter lorsque vous envoyez un SMS quelque part. On ne peut pas vous écouter lorsque vous envoyez un voice message quelque part. Sauf lorsqu'on a des soupçons. À ce moment-là, on peut aller demander par la justice de vous espionner. C'est possible. Mais est-ce qu'on peut dire dans ce cas que les personnes espionnées sont suspectées? Lorsque c'est suspecté, c'est pas dans la bouche, c'est pas comme ça qu'on dit, on m'a dit. Il faut donner la preuve que ces gens sont suspectés. Et la preuve ne se fait que devant un juge. Vous allez dire devant le juge, voilà la situation qui se occupe de vous. Je voudrais pouvoir suivre telle personne. Et le juge vous autorise à le faire. Mais de vous-même, vous ne pouvez pas. En le faisant, vous êtes dans l'illégalité la plus abjecte. C'est ça. Professeur David Ekwe, c'est la question à vous. Qu'est-ce que vous faites de si, je dirais, de si suspect pour être espionné par Pegasus? Au-delà de ma modeste personne, je pense qu'on pourrait poser la question également à... On veut voir comment vous pratiquez la chirurgie. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'objet pour lequel j'ai été soumis à cet espionnage. Et je disais donc que la même question pourrait être posée à Monseigneur Alonou, au Père Afognon, etc. etc. Et je parlais justement du Père Afognon qui a dit dans son intervention qu'il se demandait comment ces messages privés inondaient la toile. C'est une question qui m'a vraiment tiqué et je me suis moi-même posé beaucoup de questions. C'est ce que Maître Zeus a dit tantôt. Vous êtes touché dans votre vie, vous êtes touché dans votre moi en tant qu'individu, puisque c'est comme si vous étiez un livre ouvert, exposé à... Vous êtes fiché. Exposé aux yeux. Vous êtes exposé en fait, c'est ça le problème. Et donc, est-ce qu'un État autorise ce genre de pratique? Oui, dans certaines conditions. Oui, parce qu'il y a des mécanismes, comme il l'a dit, qui permettent d'encadrer ce genre de situation. Lorsque l'individu en question constitue une menace pour ses concitoyens, c'est un terroriste, là, on comprend tout à fait que lorsque vous apportez des éléments ou des motifs suffisants à la justice, à l'institution judiciaire, on puisse vous autoriser à surveiller cet individu afin de l'empêcher de commettre un forfait qui va porter préjudice à la nation. Maintenant, est-ce que moi je suis dans cette situation? Est-ce que Monseigneur Alonou est dans cette situation? Est-ce que Père Afognon est dans cette situation? C'est la question qu'il faut se poser. Et est-ce qu'un juge a autorisé... Y compris
dans le camp du système. Oui, pas seulement selon l'alternative, parce que moi, je l'ai dit lors de certaines interviews, lorsqu'il y a plus d'un an, j'ai eu des informations sur le fait que j'étais soumis à cette surveillance illégale, j'ai pu comprendre que, en dehors des politiques de l'opposition, en dehors des acteurs de la société civile qui pensaient autrement que ce que pense le régime, il y avait des gens du système, des gens en tout cas que nous on considère comme étant du système, parce que étant des officiers supérieurs ou même des civils, mais je ne peux pas donner des noms ici. Moi j'ai vu un nom, j'ai dit ah c'est possible aussi, on m'a dit oui. Voilà, donc des gens très très proches du régime qui manifestement, je ne sais pas pour quelle raison, étaient également soumis à ce genre d'espionnage. Ça suscite, vous aviez posé la question, beaucoup d'indignation, mais ça repose encore le problème, moi, de l'institution judiciaire. Depuis qu'on est en train de parler, on a parlé de la CEDEAO, vous avez parlé de la loi dans les pays anglophones, de la loi dans les pays francophones, ça pose toujours le problème des institutions. Pour moi, la loi est la loi, c'est ce que Maître Zeus a dit. Que l'on soit dans un pays anglophone ou dans un pays francophone, la loi est d'abord la loi. Mais est-ce que l'institution judiciaire qui porte la loi, elle est suffisamment solide ? Parce que si l'institution judiciaire n'est pas solide, si elle est instrumentalisée, quelle que soit l'écriture de la loi, vous trouverez toujours des gens pour vous dire autre chose que la vérité. Est-ce qu'on peut parler de l'inqualité des hommes qui aujourd'hui incarnent la loi dans la plupart de ces États francophones? Disons qu'il y a un système qui pose problème. Parce que quand vous discutez aussi avec des personnes, on vous répond que parmi les magistrats, il y a des magistrats de valeur, il y a des magistrats de qualité. Il y en a qui veulent que la loi soit la loi et que la justice puisse vraiment opérer dans le sens adéquat pour la population, pour les hommes, pour les femmes, etc., etc. Mais le système fait que lorsqu'on sent qu'un magistrat risque malheureusement de faire de l'institution judiciaire quelque chose de correct, moi je ne suis pas dedans, mais c'est ce qu'on nous dit. On peut vous mettre dans un petit poste quelque part, on peut vous mettre dans un placard, etc., etc. Donc, je ne pense pas que tous ceux qui incarnent l'institution judiciaire aujourd'hui au Togo sont des gens de mauvaise foi ou de peu de valeur. Non. Mais il y a un système qui est là, il va falloir qu'on trouve la solution. D'abord, eux-mêmes, en leur sein, il faut qu'ils s'arrangent pour que l'institution judiciaire puisse redorer son blason. Aujourd'hui, en tant que citoyen, je crois que personne n'a plus confiance en l'institution judiciaire. Et la justice elle-même le sait. Je rappelle toujours un document que moi j'ai découvert lorsque je faisais un travail, je ne sais plus lequel. Je vais sur le site du ministère de la Justice. On nous parle du programme de modernisation de la justice soutenu par l'Union européenne. Et dans le document officiel, il est dit clairement que la justice togolaise est une justice à 2 vitesses. Donc l'institution judiciaire elle-même reconnaît qu'il y a un gros problème et que, bon, à partir de là, elle sollicite le soutien financier de l'Union européenne pour régler le problème, se moderniser. Mais toujours est-il que le problème est réel, reconnu par le ministère de la Justice lui-même, reconnu par tous les citoyens. Et aujourd'hui, en tant que citoyen... Le gouvernement, parce que qui dit ministère de la Justice? Oui, et tout ça fait que vous avez Pegasus qui peut venir espionner n'importe qui, sans aucun encadrement juridique. Vous avez cette justice qui, dont le sens varie selon la direction du vent, etc., etc. Et il nous revient à nous de nous battre pour que cette justice puisse répondre correctement à la question de l'impunité, à la question des violences par les miliciens, à la question des violences par les forces de défense et de sécurité, etc., etc. La justice doit protéger le peuple parce que la justice constitue un pilier de la cohésion nationale. Et aujourd'hui, si nous voulons vraiment développer, faire prospérer notre cohésion nationale, il faut qu'on règle définitivement la question de la justice. Professeur David Dessay, je reste avec vous pour finir avec ce sujet d'espionnage. Vous avez fait un calcul intéressant sur votre compte Twitter. Vous avez évalué le programme qui coûterait environ 45 milliards de francs CFA et vous avez estimé tout ce que cela peut servir. Oui, vous savez, moi je suis dans le domaine de la santé et de plus en plus on a du mal à travailler. Avec la pandémie du coronavirus,
Actuellement, les agents de santé sont en difficulté parce que les hôpitaux ne reçoivent plus, depuis 2 semaines à peu près, ou un peu plus, la dotation en matériel de protection. Et on se dit, mais quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, bon, on peut tous accepter, se serrer la ceinture, mais en même temps, on nous informe que ce logiciel est un logiciel ultra sophistiqué. Et les pays qui en ont fait l'acquisition, on ne les compte pas par centaines. On descend les têtes au Canada. Voilà, mais justement, c'est pour dire qu'on ne les compte pas par centaines. Je pense que ça a un coût certain. Ça a un coût. Et donc, je suis allé simplement sur Internet en me disant, mais finalement, combien ça peut coûter cette affaire de Pegasus? Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que, au Togo, on ne sait pas bien sûr à combien on l'a acheté, mais le gouvernement du Mexique l'a acheté à 80 millions de dollars. Et quand vous faites le calcul, ça fait presque 45 milliards de francs CFA. Et à partir de là, vous pouvez faire tous les calculs. On sait combien coûte un scanner. Et je me suis dit, mais avec cet argent, au CHU Tocoin, ça fait des années que nous n'avons pas de scanner. Lorsque moi, je reçois un patient à qui je dois faire un scanner obligatoirement, je lui prescris le scanner, les parents le mettent dans un taxi, on va dans une clinique privée, on fait le scanner. Parfois, le patient revient, parfois, il reste dans la clinique privée. Ou alors, c'est un patient qui est en très mauvais état, vous avez peur, vous le mettez plutôt dans une ambulance en priant pour que durant le trajet aller ou durant le trajet retour, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de complications et que le patient vous revienne en état pour vous permettre de continuer à le prendre en charge. Mais donc, puisque nous n'avons pas de scanner depuis des années, est-ce qu'avec Pegasus, on n'aurait pas pu nous offrir au moins quelques scanners? Et je fais le calcul, je me rends compte qu'on aurait pu avoir plus de 200 scanners. Plus de 200 scanners si on avait pris cet argent pour s'acheter des scanners. Et je fais le calcul également pour les IRM, les bâtiments scolaires. Les bâtiments scolaires, j'ai pris une école de 6 classes, une école primaire. Avec ça, on aurait pu avoir 1000 écoles primaires. Et donc, tout ça démontre en fait un peu ce qui se passe dans notre pays. La gabegie, le fait qu'on nous dise qu'il y a cette fracture entre cette élite, cette oligarchie qui gouverne le Togo et le peuple qui est dans la souffrance. Ceux qui sont à la tête de ce pays, on se demande vraiment s'ils aiment ce pays, s'ils aiment ce peuple, s'ils sont là pour gouverner pour le peuple togolais ou s'ils sont là pour leur nombril, leur ventre. Tout ce qui se fait aujourd'hui donne l'impression qu'on ne pense pas à ce peuple. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre cet argent pour nous construire 2 hôpitaux Saint-Pérégrin? Saint-Pérégrin, j'ai vu, c'est 17 milliards. Et avec 45 milliards, on a 2 hôpitaux Saint-Pérégrin. Il reste même... La réception est censée être faite depuis juillet 2020. Il reste même de la monnaie, je vous assure. Si on avait pris cet argent, on aurait pu construire 2 hôpitaux flambant neufs, bien équipés. Il nous reste de la monnaie pour autre chose. Et vous avez évoqué le fait que la promesse, effectivement, c'était juillet 2020. Tout ceci relève donc de l'impunité qui s'intensifie au Togo. Et pour mettre fin à cette impunité, vous avez initié Action Solidarité Citoyenne, n'oublions pas les victimes, Maître Ataz Sajavon. Aujourd'hui, cette action, elle est à quel niveau? J'ai aidé à faire cela. Je préfère qu'on me passe la parole au professeur de Sékou. Professeur David? Oui, en fait, il faut rappeler que nous sommes partis d'un constat. Cette année a débuté avec très rapidement la pandémie du coronavirus. Ensuite, il y a eu l'état d'urgence sanitaire et le couvre-feu et la force Covid-19. Et cet amalgame, cette alchimie n'a pas fonctionné puisque très rapidement, cette force qui était censée protéger les populations pour prévenir les risques de contagion, cette force elle-même, elle était devenue létale. Très rapidement, il y a eu mort d'homme, 1 fois, 2 fois, 3 fois, dans des circonstances totalement inacceptables. Il ne s'agissait pas d'accident, puisqu'on nous a dit que des personnes étaient rouées de coups, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ça, ce n'est pas un accident. Ensuite, Ils ont violé le couvre-feu. Ils ont violé le couvre-feu. C'est une raison. Et je reste dans votre logique, je sais que c'est une façon un peu de me taquiner. Ils ont violé le couvre-feu, coupant leur la tête. Ça a été la logique implacable mise en place par des éléments de cette force. Et en tant que citoyen, on doit se sentir révolté par une telle situation. Je crois que les autorités même
ont admis cette triste réalité, parce que j'ai vu des panneaux sur lesquels vous voyez un bonhomme tenant une ordonnance et il allait se faire tabasser par un agent qui lui dit non, il ne va pas à la pharmacie, et l'autre qui vient lui dire non, que nous ne devons pas être un danger pour lui, il faut qu'on se fasse confiance et tout et tout. Et ça, ce sont des panneaux de sensibilisation positionnés sur la plupart des acteurs dans le pays. Et qu'il faut... dire que les autorités sont conscientes Tout à fait. de cette force anti-Covid-19 qui est devenue violence Covid-19. Tout à fait. Et je crois qu'il faut saluer quand même ce genre d'attitude, même si ça s'est fait avec beaucoup de retard, parce que le mal était déjà fait, il faut quand même saluer cela. Et je crois que c'est ce qui a aussi conduit au relèvement du commandement de cette force. Mais c'est une situation en tout cas totalement inacceptable. Et les éléments des forces de défense et de sécurité qui se sont rendus coupables de tels forfaits, la moindre des choses aurait été quand même de les conduire devant la justice. La moindre des choses. Vous savez, excusez-moi, je saute peut-être du coq à l'âne. Dans notre pays, lorsque de telles situations surviennent, on a le sentiment qu'il faut réparer. Et la réparation au Togo consiste à donner de l'argent. Ça s'est passé là, lorsqu'il y a eu des situations, on nous a annoncé que le gouvernement a envoyé des émissaires, donnait du riz, donnait de l'argent, etc., etc. En 2013, lorsque ça s'est passé à Dapaon, on a envoyé des émissaires voir les familles, donner de l'argent, etc., etc. Mais quand les juristes sont là, Maître Zeus pourra prendre la parole tout à l'heure pour le dire, l'élément le plus important, ce n'est pas ce que vous donnez, mais c'est surtout la garantie de non-répétition. Mais cette garantie, nous, on ne la voit jamais venir. On est plutôt dans l'impunité et les crimes se nourrissent de l'impunité. Donc on a le sentiment qu'on commet un forfait. Bon, ok, c'est arrivé. On donne un peu d'argent, des vivres pour vous obliger à vous taire. Parce qu'on sait que les familles sont pauvres. Et ça continue. Mais c'est ça, justement, qui nous a amené à prendre conscience et à dire mais il faut absolument mettre un terme à cela. Nous avons des organisations de défense des droits de l'homme qui font un travail formidable et difficile sur le terrain. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, peut-être que nous pouvons les rejoindre et ensemble arriver à faire bouger les lignes. Et c'est ça qui nous a donc conduit à mettre en œuvre cette action solidarité citoyenne. Et alors vous posiez la question de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Cette campagne, elle est en train de se faire de façon lente. C'est une perfusion lente, mais efficace et durable et certaine. Elle ira à son terme. Actuellement, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Nous avions, à un moment donné, décidé d'attendre le 1er août pour nous remettre en mouvement. Donc le 1er août est passé, nous nous sommes remis en mouvement et nous avons pour le moment mis l'accent essentiellement sur de petites campagnes de sensibilisation à l'intérieur du pays. Notre objectif, bien sûr il faudra tenir compte des moyens à notre disposition, mais notre objectif est de finir la sensibilisation à l'intérieur du pays jusqu'à Dapaon avant de revenir à Lomé où nous allons vraiment monter en puissance en termes de campagne avec des affiches un peu partout, avec des spots, avec des émissions où nous serons sur plusieurs radios, etc., etc. Cela demande des fonds. Nous n'avons pas tous les fonds, je le reconnais, mais cette campagne, elle est en train de se faire. En fait, certains avaient cru. Pour le moment, beaucoup de gens mettent la main à la poche de bonne volonté et il y a une ou deux organisations qui pour le moment aussi également soutiennent mais je n'ai pas peur des ressources. Je suis convaincu que progressivement, lorsque les gens verront que c'est une nécessité pour le pays de parler des victimes, de parler de ce qui s'est passé. Revenons à ce qui s'est passé en 2013, je ne vais même pas en 2005, mais revenons à ce qui s'est passé en 2013, où on a assassiné des enfants, des écoliers. On a envoyé des hommes en armes. Oui, mais je me souviens d'un journaliste qui semblait vouloir justifier le fait que toutes les douilles, les centaines de douilles qu'on avait retrouvées à terre démontraient le professionnalisme des hommes en armes qu'on avait envoyés sur le terrain. Parce qu'on aurait dû avoir des dizaines de morts. J'ai dit, mais c'est un fou. Est-ce qu'il n'est pas père de famille? Moi, mon fils ou ma fille serait élève de 10 ans dans la rue. On enverrait des adultes
pour les encadrer, c'est avec des armes de guerre, et je vais accepter, je vais justifier en disant que, parce qu'on a retrouvé des centaines de douilles par terre, peu de corps sans vie. et Ça relève du professionnalisme. ça ne peut pas se justifier. Une telle situation, en tout cas, si vous êtes père de famille et vous connaissez la valeur d'un enfant, vous ne pouvez pas accepter ce genre de situation. Voilà donc 2013, 2020, 7 ans, des enquêtes qui sont ouvertes. Nous savons qui était quand même, en tant que, je me dis, quand j'envoie des hommes sur le terrain, je sais comment je les ai envoyés sur le terrain. Et si je t'envoie, toi, à Ejanawe, qu'il se passe quelque chose à Ejanawe, mais je vais demander, mais vous qui étiez à Ejanawe, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui avait une arme? Etc., etc. On fait une autopsie et on voit, les preuves balistiques sont là. Donc, si ce gouvernement avait vraiment voulu faire la preuve de ce qui s'était passé en 2013, aujourd'hui, 7 ans après, on aurait pu identifier les coupables. Et donc, nous sommes toujours... Sur les sanctions. Non, là, je pense que c'est une autre question. La question de l'impunité est une question réelle. Puisqu'on va revenir en 2005, cette question a été relevée par la mission des Nations Unies, qui était venue pour enquêter sur les faits tragiques en 2005. La FIDH également avait mis le doigt sur l'impunité, en disant que l'impunité et la violence, ce sont les piliers de la gouvernance togolaise. Et en 2020, ça continue. Si nous n'arrêtons pas, demain nous serons encore dans les rues pour manifester. Il y aura de la violence, il y aura des décès et il y aura de l'impunité. Il est temps que chaque citoyen prenne conscience du fait que l'action solidarité citoyenne, n'oublions pas les victimes, ça nous regarde tous, ça nous concerne tous. Aujourd'hui, je peux avoir l'impression que je ne suis pas concerné, mais demain, je peux être un Mohamed et me retrouver mitraillé et affalé dans la rue, laissant derrière moi femmes et enfants. Que chacun se sente concerné et que chacun prenne conscience de la nécessité de mettre fin à cette affaire. Et je vais finir avec ça, comme cela s'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, les Américains auraient pu se croiser les doigts en se disant, mais attendez, l'institution judiciaire américaine, c'est une des meilleures au monde. Elle est très puissante. Mais cela n'a pas empêché la société civile, les citoyens américains de se lever comme un seul homme pour dire non, ça suffit. La vie des Noirs compte également. Et donc, au Togo, où nous avons une institution judiciaire qui n'existe pas, il est encore beaucoup plus important que les citoyens se lèvent comme un seul homme pour dire « mais il faut que ça cesse ». Quelqu'un qui commet un crime, qu'il soit milicien, qu'il soit force de sécurité ou autre, doit répondre devant la loi. Maître Atazessa, j'avoue, comment mettre fin à l'impunité, Frère David l'a dit tout à l'heure, dans un contexte où la justice elle-même a besoin d'être sauvée? Je ne comprends pas du tout qu'on puisse dire publiquement qu'il y a eu des centaines de tués et qu'il n'y a eu que tel. Ça veut dire qu'on a tiré sur les élèves. On a tiré sur des élèves. Mais c'est ça. On a tiré sur des élèves avec des armes de guerre. Ce n'est même pas des adultes, mais des élèves, des enfants. Qu'on a tiré des centaines de coups. Puisqu'on a dit qu'il y a eu des centaines de douilles. Peut-être des tirs de sommation. Même si parfois... Est-ce qu'on peut... Non, quels que soient les tirs, est-ce qu'on peut tirer avec des armes de guerre lorsqu'il y a des enfants qui manifestent? C'est ça le problème fondamental. La grande question. C'est la grande question. Est-ce qu'on peut tirer, même si c'est en l'air, est-ce qu'on peut tirer avec des armes de guerre, même si c'est en l'air, sur des enfants de 9 à 10 ans, 8 ans, 7 ans? Non, moi, je n'arrive pas à concevoir. Alors dans ces conditions-là, est-ce que ça doit être impuni? Non. Est-ce que 2005 doit être impuni? Non. 2005, c'est 1114 morts. Est-ce que ça doit être impuni? Non. Moi, je laisse de côté ce que les gens ont dit, plus de 500 morts. Moi, je m'en tiens à ce que nous avons fait comme investigation. Nous, à la Ligue des droits de l'homme. 1114. Oui, 1114. Oui. Parce que j'étais présent. Nous avons compté. Nous avons fait des rapports. C'est 1114 morts.
tirés la plupart avec des armes de guerre. Est-ce que c'est possible? C'est pour cela que lorsque on a créé la commission CVJR, Vérité, Justice et Réconciliation, lorsque la commission allait être mise en place, le mot justice n'apparaissait pas. C'était la commission Vérité et Réconciliation. Nous nous étions battus, j'étais au CACIT à l'époque, président du CACIT. Et en tant que tel, je me suis battu. On s'est battu contre même des leaders politiques, contre des gens, pour que le mot justice apparaisse dans la dénomination. Et le pouvoir n'a pas accepté. C'est à ce moment-là, les représentants du STDH qui étaient au Togo, à qui nous ont dit, sans la justice, nous n'accepterons pas. Ça n'ira pas. Et elle a convaincu le pouvoir pour qu'on emmène la justice. Est-ce qu'il y a eu justice à ce jour? Est-ce qu'il y a distribué des sous? Est-ce que ce sont les sous distribués qui sont garants de la non-répétition? Parce que c'est là la grande question. C'est la non-répétition. J'en venais à la question, maître Akadji. La non-répétition ne peut s'obtenir que lorsque justice aura été faite. À ce moment-là, ceux qui sont les auteurs verront que ils ont été jugés. Ceux qui sont des auteurs potentiels, avec des velléités de crimes qui sont commis, ceux-là diraient, ah, on a jugé nos prédécesseurs, si nous faisons la même chose, nous allons juger et condamner. Alors ils ne feront plus. Seule la justice est un élément fondamental de la non-répétition. Est-ce que dans cette situation, la question que j'allais poser, la confiance en l'argent de l'État, du contribuable togolais pour satisfaire les dommages, on a donné 5 millions, on a donné les 9 députés. On a donné 5 millions aux enfants qui ont été tués à Dapang. Est-ce que c'est suffisant? Une vie. Oui, on a donné 5 millions aux parents. Nous étions à la CEDEAO quand on nous a annoncé que les parents ont demandé quand je dis c'est dans la cour de justice, de suspendre la procédure. De suspendre la procédure, que les parents prennent l'argent. Quand nous avons demandé combien ils ont pris chacun 5 millions. Est-ce que 5 millions, ça vaut la vie d'un homme? Est-ce que ça vaut la vie d'un enfant qui est en train de grandir? Est-ce que ça vaut la vie? Est-ce que l'argent, quel que soit l'argent qu'on donne, maintenant, comme ça, quel que soit l'argent qu'on donne, est-ce que ça vaut la vie d'un homme? Est-ce que ça vaut? Moi, j'ose dire que même que l'argent n'est pas suffisant pour acheter ma liberté. Je parle de liberté, je ne parle pas de ma vie. Quel que soit celui qui sera le plus riche au monde entier, personne dans le monde entier ne sera suffisamment assez riche, je le répète, pour acheter ma liberté. Alors, la vie, quand moi, l'argent n'est pas suffisant pour acheter ma liberté, est-ce que vous croyez que l'argent est suffisant pour acheter la vie? Est-ce que les enfants qui sont morts vont revenir avec l'argent qu'on donne aux parents? Non! Non! Moi, je ne peux pas mettre ma liberté dans la balance avec la vie d'un homme. Mais moi, je dis personne ne sera suffisamment assez riche dans le monde entier pour acheter ma liberté. Personne. Quelle que soit la personne, quel que soit le chef d'État, personne. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. Mais alors, si je mets ma liberté dans la balance avec la vie d'un homme, mais c'est extraordinaire. C'est inimaginable qu'on puisse donner de l'argent parce qu'on a ôté la vie à un homme, à un enfant. Non, il faut juger les personnes, les sanctionner pour éviter la non-répétition. Dissuader ceux... Oui! Sinon, ça s'est fait en 2005, ça s'est fait en 2012, ça s'est fait en 2014, ça s'est fait en 2017, ça s'est fait...
Et ça va recommencer en 2020. Ça va recommencer en 2025. Ça va recommencer en 2030. Est-ce que nous allons continuer comme cela? Perdre des vies des populations togolaises. Est-ce que ça va continuer? Non. C'est la grande question. Il faut arrêter. C'est pour ça que moi, je commence à me battre avec le professeur Dosset pour éviter justement la non-répétition. Voilà ce que je veux. Lentement mais sûrement, nous cheminons vers la fin de cette émission qui se réalise dans des conditions exceptionnelles, il faut le dire. À quelques minutes du démarrage, le courant électrique a été coupé dans le secteur et Dieu seul sait comment nous nous démerdons. Merci donc à l'équipe technique qui reste mobilisée pour ça. Un dernier mot, professeur, sur l'action Solidarité Citoyenne. N'oublions pas les victimes avant de finir avec... Oui, je voudrais vraiment remercier tous les amis des différentes organisations, des défenses des droits de l'homme et des différentes organisations de la société civile qui ont accepté de façon collective travailler sur cette campagne citoyenne. Je sais que chaque organisation a sa spécificité, mais chacun a pu mettre de côté sa particularité pour mettre sa main à la pâte et permettre de construire cette action qui est vraiment en train de cheminer tout doucement. J'avais juste parlé du volet sensibilisation en disant que cette sensibilisation, elle est en train de se faire lentement, mais sûrement, surtout en direction des populations de l'intérieur du pays, puisqu'il n'y a pas que Lomé qui est concerné. Le volet plaidoyer est en train de se préparer puisque le document de plaidoyer est pratiquement finalisé. Et une fois qu'on aura terminé ce document, nous pourrons entamer le volet plaidoyer en direction de différentes institutions nationales ou internationales ou multinationales, etc., etc. Et enfin, il y aura le volet action de terrain où nous serons vraiment avec les familles des victimes, nous serons vraiment visibles sur le terrain pour que chaque Togolais se sente concerné. Et je reprends ce que Maître Zeus a dit tantôt. Si nous nous croisons les bras, il y a d'autres échéances qui nous attendent et ces échéances sont potentiellement des échéances qui peuvent encore susciter de la violence et il faut éviter qu'il n'y ait encore de la violence gratuite qui conduise à du sang inutilement versé dans notre pays. Voilà donc, je voudrais que chacun continue de penser à ceux qui sont morts pour la patrie et ceux pour lesquels justice n'a jamais été rendue. Que chaque citoyen se sente concerné par cette action. N'oublions pas les victimes. Merci. Merci professeur David Ekwe-Dosset. La question surprise donc qui va clore définitivement cette émission est adressée à Maître Atta Zeus à Javon et cette question surprise nous renvoie à l'époque du collectif Sauvons le Togo. On vous a tous suivis sur une radio de la place, vous l'avez dit, à l'époque il y aurait eu une question trahison et le traître serait bien connu. Expliquez-nous la situation, comment ça s'était passé? Oui, je ne souhaiterais pas revenir dessus, mais comme vous me posez la question, je vais essayer de vous éclairer. Lorsque nous avons fait Décon, les derniers tours de Jéricho. Non, pas les derniers tours de Décon. Décon. En 2012. Normalement, il devait se passer des choses en 2012. J'étais le seul à savoir ce que je devais faire. Seul, tout seul. En tant que coordinateur? Oui, je n'ai rien dit à personne. Encore moins à celui qui se répand sur les réseaux. Ce n'est pas à cette personne-là que je vais faire une confidence. S'il vous plaît. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui se répandent sur les réseaux pour dire que c'est eux qui contrôlent la tombe. Non. Je n'ai pas à cette personne-là, en tout cas. Je vais vous dire. Donc, j'étais seul jusqu'au jour où Décon a eu lieu. C'est lorsque j'ai constaté la foule qu'il y avait à Décon, l'engouement que les gens continuaient d'affilier d'Adhor, de Sévier, de Tablibo, de Vougan, etc. Et que
on avait plus de 700 000 personnes dans la rue, sinon plus. Alors, j'ai voulu révéler à 3 personnes parce que je ne pouvais pas faire seul ce que je devais faire. J'ai voulu révéler à 3 personnes ce que j'avais l'intention de faire. 3 personnes. Et ce n'est pas celui qui se répand sur les réseaux. Parce que je dis, je répète, moi je ne répète personne. Ce n'est pas à celui-là à qui je dois faire des confidences. Non. J'ai appelé 3 personnes. Le soir, ces 3 personnes étaient venues dans mon cabinet. Ces 3 personnes n'étaient pas des politiques. Je les répète. Il n'y avait aucun homme politique parmi les 3 personnes. Ils sont venus dans mon cabinet. Je leur ai dit, voilà mes chers amis. Vous savez, je vais vous dire, je vais vous révéler, M. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, avait des soupçons sur ce que j'avais fait. Soupçons. Comment vous le savez? Je sais. Oh, vous savez, en discutant avec les gens, on sait à peu près, il avait des soupçons sur ce qu'il allait faire. Et il avait pris certaines dispositions sans que je lui ai rien dit. Mais il avait pris des dispositions dans ce sens-là. Bon, mais tous les autres membres du CST n'étaient pas au courant. Même Jean-Pierre Fabre n'était pas au courant, mais là, comme je dis, il avait des soupçons. Mais j'ai appelé 3 personnes le soir. Je me dis, voilà ce que je veux faire exactement. Sans leur dire quand ça allait être déclenché. Là, je n'ai dit à personne. Ce qui allait déclencher le mouvement, j'ai dit à personne. Même parmi les 3. J'ai dit à tel signal, voilà ce que nous devons faire. C'est tout. Et j'ai expliqué ce que nous devons faire. À 3 personnes. Je peux vous dire, on s'est séparés à 20 h. Mais le soir même, l'un parmi nous 3, nous 4, puisque c'est pas moi, c'est parmi les 3, est allé dire au pouvoir ce que j'avais révélé ce jour-là. Et dès le matin, à 6 h moins, les militaires sont arrivés sur le terrain. Quand je dis militaires, des militaires des gendarmes, commandés par un colonel, ils sont venus tout saccager, tout détruire. Et des cons terminés. Cette personne était encore parmi nous quand nous avons 2 ans plus tard voulu faire les derniers tours de Jéricho. Et c'est à ce moment-là qu'on m'en a informé de l'extérieur. On m'a appelé, j'étais à l'hôpital. On m'a cherché vraiment. Je suis de tous ces gens, je suis. Et on est venu me découvrir à l'hôpital où la visite était interdite. Mais on m'a dit voilà ce qui se passe. J'ai quitté l'hôpital pour aller à une réunion. La réunion s'est tenue au siège d'Obu, qui était le parti qui était avant l'MPDD. On a mis une réunion à ce siège-là, parce que c'était notre QG. Et c'est là où j'ai dit qu'il y avait quelqu'un parmi nous qui était une taupe. On m'en a informé. J'ai dit, quelle est l'origine de l'information? J'ai dit ça. Et j'ai dit, on m'a donné les initiales de la personne. Mais j'ai vérifié cela par un autre canal et j'ai eu les noms de la personne exact. Parce que dans les initiales, il y avait une erreur. Alors je ne voyais pas. Mais j'ai dit, est-ce que c'est pas ça? On m'a dit, oui, c'est ça. Et on m'a dit, j'ai dit, est-ce que c'est pas un nom? Il dit, oui, c'est ça. Ce jour-là, quand j'ai dit ça, que je suis venu spécialement pour dire, parce que j'étais à l'hôpital, pour dire, voilà, ce que nous sommes en train de faire, il y a quelqu'un parmi nous qui va tout raconter. Je l'ai dit, je répète, il y avait, vous savez, à Basse-Kaboua, la fougue. Avec sa fougue, Basse-Kaboua a dit, c'est qui? Juste dis-nous, c'est qui? Moi, je vais le déchirer. Je dis, non,
On ne déchire personne ici. Moi, je sais qui c'est, mais je dirai à personne. Je me souviens aussi, Bogo, qui avait été député, a dit, mais dis-moi, dis-nous, vous savez comment lui il est, là, avec sa fougue aussi. J'ai dit, je ne dirai à personne. Mais j'ai dit, la personne, je l'ai appelée. Et ce n'est pas celui qui se répand sur les médias. Puisque cette personne n'était pas au courant de ce que j'allais faire. Donc, je ne pouvais pas l'appeler. J'ai appelé la personne devant témoin. Et le témoin, je l'ai dit sur la radio Victoire. C'était Maître Afangoyi. Que j'avais appelé, Maître Afangoyi était témoin, je l'ai appelé. Et j'ai dit à la personne, voilà, c'est toi qui nous trahissais. La personne n'a pas refusé. La personne a accepté et il nous a dit pourquoi il faisait ça. Et nous sommes arrangés de cette manière que je ne peux pas vous dire. Mais quand je vois, voilà ce qui s'est passé au niveau du CST. Et c'est pour ça que depuis 2014, je suis resté à l'écart. Je suis resté en retrait. Parce que je me suis dit, avec le combat qu'on a fait en 2012 et 2014 pour changer les choses, alors avec qui je peux encore travailler? En qui je peux encore avoir confiance pour faire quelque chose? Qui? Alors je me suis posé des questions, alors je suis en retrait. Jusqu'à ce que l'idée du professeur Dosset contre l'impunité, l'idée m'a été soumise. Alors j'ai été enthousiaste. Enthousiaste. Parce que moi-même, je luttais pour l'impunité. Pour combattre l'impunité depuis 2005. Puisque j'avais eu à déposer des plaintes contre les juridictions togolaises. J'avais eu à déposer des plaintes devant la CEDEAO. Et la CEDEAO avait eu à ordonner au pouvoir togolais d'instruire les dossiers. Ça, c'est en 2013. Depuis 2013, les dossiers n'ont pas été instruits à ce jour. La CEDEAO a ordonné au pouvoir togolais d'instruire les dossiers parce que on n'a pas instruit les dossiers, le Togo n'avait pas refusé d'instruire les dossiers, donc la CEDEAO n'a pas rendu une décision seulement en ordonnant au Togo d'instruire les dossiers. Ça n'a jamais été fait à ce jour. Donc je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais encore vouloir agir, être devant les gens, tout ça? Et puis, vous savez, avec l'âge, je me suis mis en retrait. Et c'est quand le frère Dosset et d'autres se sont eu l'idée de la lutte contre l'impunité, j'ai dit, ah, ça m'intéresse. C'était mon dada dès le début. Je vais encore participer à ça. Voilà ce qui s'est passé au CST. Alors, tout ce qu'on raconte, si permettez de me dire, c'est des conneries, des âneries, des idioties qu'on raconte sur les réseaux sociaux. On dit même qu'on m'a donné de l'argent parce que je suis en train de vieillir. Oui, je le dis, je vous le répète. Qui peut donner l'argent? Fonya Singme, c'est l'état actuel. Je n'ai pas pris de l'argent avec son père. Est-ce que c'est avec lui que je vais prendre l'argent? Je n'ai pris de l'argent avec son père. Je n'ai pas pris de l'argent avec son père. On m'en a offert. C'est pas qu'on m'en a pas offert. On m'en a offert. Est-ce que c'est avec lui que je vais prendre l'argent? Mais toham bihayo. Mais toham bihayo. Ce que je n'ai pas pu prendre au père, est-ce que c'est avec le fils que je vais prendre ça? Comment? Je le répète, personne ne sera jamais suffisamment assez riche pour acheter ma liberté. Moi. Personne. Dans le monde entier. Personne. Alors qu'on insinue. Et vous savez, j'ai l'impression que parce que j'ai commencé à sortir la tête de l'eau de ma retraite
Et j'ai comme l'impression qu'on veut décourager le peuple togolais. Et chaque fois qu'on veut décourager le peuple togolais, on avance qu'on nous a donné de l'argent. Et ça a été fait contre beaucoup de personnalités politiques. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit ça de frère Dossé, mais lorsque le frère Dossé paraîtra dangereux, on fera ça. Ne vous en faites pas. On fera ça. On y a dit qu'il a pris de l'argent, que la nuit, il va prendre de l'argent. Oui, on a dit ça sur moi, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Je le dis, je répète, personne dans le monde entier ne sera suffisamment assez riche pour acheter ma liberté, pour me donner de l'argent que j'achèterai. Allez demander qui peut, si quelqu'un a pu me donner, qui le dise. Qui le dit depuis que j'ai commencé à me battre depuis 1985, pendant la dictature pure et dure des Adéma, où tout le monde a peur. Nous avons commencé avec M. Diofi Gali, Madame Aoudiboué, et d'autres personnes. Nous avons commencé à nous battre. M. Adama, paix à son âme. Oui, c'est avec eux que nous avons... Et puis après, les Amans... comment ça va? Après deux Amans, oui, ils sont venus s'ajouter à nous. D'autres personnes, oui. Est-ce que vous avez vu après deux Amans prendre l'argent? Il ne peut pas, il ne prendra pas. Il est comme moi. Oui. Quand nous avons commencé à combattre en 1985, c'était la dictature pure. Il fallait pouvoir le faire à ce moment-là. Face à Yadema, face au pouvoir pur et dur de Yadema. Et pourtant, nous l'avons fait. Et ce n'est pas maintenant où tout le monde parle à toi et à travers, où les médias sont ouverts, où la liberté de conscience, de parole est répandue. Et c'est pas à ce moment-là que moi, je vais prendre l'argent, moi. C'est ça, j'avoue. C'est ce que je pourrais dire, je peux vous dire. Maître Ataz Sajavon, merci. C'était donc la question surprise qui nous permet d'avoir une idée sur ce qui s'est réellement passé à l'époque du collectif Sauvons le Togo. Et donc, je pense que chacun doit pouvoir puiser l'essentiel de ce qui est développé. Maître Ataz Sajavon, merci pour la disponibilité. Merci. On m'a dit, je voulais dire, on m'a dit aussi que je suis allé discuter avec Fogna Simé avant Décon. C'est vrai. Moi, je voulais dire à Fogna Simé, je suis allé, j'ai demandé à le voir. Il m'a reçu en tête à tête. Je lui ai dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, on va se mettre ensemble pour arranger notre pays, si vous voulez. Là où nous sommes, c'est pour que notre pays soit sauvé, soit arrangé. Si vous le voulez, oui, on va le faire ensemble. Il m'a regardé, il ne disait rien. Alors j'ai dit, Monsieur le Président, alors si vous ne dites rien, nous allons aller à Décon. Il m'a dit, vous n'irez pas à Décon. Je lui ai dit, Monsieur le Président, on ira à Décon. On fera Décon. Je lui ai dit, je suis parti. Si ça va prendre l'argent, peut-être. Parce qu'on a dit que c'est ça qui a fait que... on a même menti en disant que au niveau de la CST, ça se faisait en assemblée générale. Il n'y avait pas d'assemblée générale au CST. Je ne sais pas qui a inventé ça. Il y avait une réunion du bureau du CST. Pas d'assemblée générale. Et qu'on dise que les décisions se prenaient au CST. Est-ce que les décisions se prenaient réellement au début du CST en réunion de bureau? Je ne le pense pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pris sur moi d'aller demander au chef d'État. Parce que, vous savez, vous me permettez, je ne l'appelle jamais président de la République. Parce qu'il n'est pas président de la République. Le président de la République est élu selon les règles constitutionnelles. Il n'a jamais été élu selon les règles constitutionnelles. Jamais. Il est chef d'État, pas la force des choses. C'est lui qui dirige le pays, c'est un chef d'État.
Même si on fait un coup d'État, on est chef d'État, mais on n'est pas président de la République. Le président est élu selon la constitution togolaise. C'est pour ça que je ne dis jamais, je ne l'appelle jamais président de la République. S'il vous plaît. Donc, je peux aller discuter avec le chef d'État pour arranger notre pays. Ah, au fait, une autre fois, je l'ai rencontré et dans nos discussions, on m'a proposé de pouvoir collaborer par l'intermédiaire de faire des, comment ils appellent ça encore, des consultations. Si je peux faire des consultations, j'ai dit oui, moi je veux bien, mais à condition que ce soit des consultations gratuites. Je l'ai dit même au chef d'État. Que si on veut que je fasse des consultations, oui, pour le peuple togolais, pour le bonheur du peuple togolais, pour l'évolution du peuple togolais, pour la démocratie, je ferai des consultations. Mais ces consultations seront gratuites. Je ne veux pas de poste, je ne veux pas d'argent. J'ai dit ça au chef d'État lui-même. Quand on lui demandait, je ne veux pas de poste, je ne veux pas d'argent, mes consultations seront gratuites. Demandez un peu. Alors qu'on a dit que j'ai pris de l'argent. Et t'auras un viraillot. Merci. Merci donc, Maître Attas de Sajavon. En tout cas, c'est une émission très riche qui a permis quand même d'avoir beaucoup de lumière sur des sujets qui continuent d'alimenter les débats et provoquant des écrits très souvent de contre-vérité sur les réseaux sociaux. Professeur David Doucet, je ne saurais terminer sans vous revenir parce que vous avez suivi tout ce qui a été développé tout à l'heure par Maître Attas de Sajavon. Vous lisez également les écrits sur les réseaux sociaux, les plaintes, les jérémiades, etc. Un mot? C'est aussi une question surprise alors. Oui, alors moi ce que je retiens de tout ça, c'est que dans certains pays comme la Tunisie par exemple, nous avons appris que les réseaux sociaux ont permis de construire la lutte pour la démocratie. Mais au Togo, malheureusement, nous avons le sentiment que les réseaux sociaux sont devenus une grosse poubelle où il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont très loin de la vérité. Il y a beaucoup de désinformation, parfois même de la manipulation. Moi, je reste convaincu que au moins 75% des écrits sont des écrits produits par des personnes pro-régime, des personnes qui sont pour le pouvoir, en tout cas payées par le pouvoir pour faire ce genre d'écrits. Et parfois, ces écrits donnent l'impression qu'on s'attaque à un camp de l'opposition. C'est un camp de l'opposition qui s'attaque à un camp de l'opposition et ça déclenche aussitôt une réaction de l'autre camp d'opposition contre le premier camp d'opposition. Mais moi, je reste convaincu vraiment que ceux qui déclenchent ce genre de choses, ce sont des gens qui sont, comme on le dit souvent, du laboratoire du pouvoir. Et il faudrait que les gens fassent attention. Il faudrait que les gens commencent à analyser davantage. Il faudrait que les gens évite de prendre pour vérité tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, que les gens analysent davantage avant de suivre comme des moutons ce qui est écrit et d'alimenter cette lutte au sein de l'opposition au risque d'aggraver ce clivage qui existe au sein de l'opposition. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe dans des pays comme le Mali ou autres, on n'entend jamais parler d'un leader politique ou d'un leader de la société civile qui aurait pris de l'argent, qui aurait fait ceci ou qui aurait fait cela. Au contraire, on fait tout pour que tous ceux qui luttent pour le changement soient ensemble, unis, forts, pour obtenir ce changement. Au Togo, on fait tout pour fragiliser un leader dès qu'il donne l'impression de vouloir émerger, de vouloir se battre pour le pays. Et c'est ce que Maître Zeus a dit. Très rapidement, on vous dit que la nuit, vous allez chercher de l'argent. Et donc, j'en reviens toujours
Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des gens pour lesquels nous avons eu des informations, sur lesquels nous avons eu des informations. Et bien sûr, il faudra faire attention. Mais il ne s'agit pas d'aller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ce genre de problème se règle. Et mon souhait vraiment, c'est que nous puissions construire davantage par nos propos, par nos actes, par nos comportements, qu'on puisse construire davantage une vraie force militante pour le changement, plutôt que de se verser dans ce clivage, dans cette division stérile qui n'apporte rien à la mobilisation, qui démobilise les citoyens et qui fragilise la force pour le changement. Merci donc, professeur David Ekwe-Dossé. Je rappelle que vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Maître Ataz Sajavon, constitutionnaliste, conseiller juridique d'innovation internationale. Merci à vous, messieurs, d'avoir été des nôtres. Nous avons avec vous évoqué des sujets, notamment l'espionnage avec le logiciel Pegasus. Nous avons parlé de l'action solidarité citoyenne, n'oublions pas les victimes. Nous avons évoqué la saga de 4e, 3e mandat dans l'espace CEDEAO, avec la grande question qui, pour sauver la CEDEAO, nous n'avons pas manqué de faire un voyage en Côte d'Ivoire pour analyser la situation qui prévaut sur place suite à l'obsession d'Alassane Ouattara de briguer un 3e, entre parenthèses, 1er mandat après le tripatouillage de la Constitution. Idée rejetée tout de suite par Maître Ataz Sajavon qui a répliqué: c'est d'application immédiate, mais la remise des compteurs à zéro n'existe pas en matière de droit. Merci donc à toute l'équipe qui nous a conduit, la coordination technique d'Ildefonse Agbaki, réalisation Yacinthe Kenon, caméra Jacques Amouzouvi, Kokou et Clou, appelez-moi Rodrigue Aego. Nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres numéros de l'émission Sans langue de bois. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.